très généreux de ses connaissances et de ses trouvailles. Aujourd'hui, il nous amènera à voir au-delà du maliciel de type InfoStealer, vecteur d'infection, les actifs dérobés inusités et les contre-mesures. Je vous présente Olivier Bilodeau, chercheur principal chez Flair. Merci, merci. Bon après-midi. Je vais faire ça, on dit dans la communauté de Montréal qu'on appelle ça Montreal Style, c'est-à-dire les slides sont en anglais, mais je vais parler en français. Parce que ça ne me tente pas de traduire 100 slides. Vous avez bien entendu, j'ai 100 slides. Ça va être, de toute façon, la moitié des mots auraient été en anglais, puis vous allez comprendre. Mais c'est plus agréable, c'est sûr, de s'exprimer en français. La plupart du temps, je m'exprime en anglais. Donc, sans plus tarder, là, dans le fond, beau titre fancy, là, mais dans le fond, de quoi on va parler? C'est vraiment des logiciels malveillants de type Information Stealer. Puis, je veux vous faire comprendre, dans le fond, les impacts, les enjeux, mais aussi des trucs que la plupart des gens ne savent pas à propos des Information Stealer malware. Donc, allons-y, c'est toute qu'une ride. Puis là, ben, bien sûr, j'ai un enjeu de clicker. Je l'ai-tu fermé? Qu'est-ce que j'ai fait? On, off, on, off. Oh, il y a un petit logo. Ah, voilà. Bon. Ça a cliqué beaucoup. OK. Parfait. Donc, c'est ça. On va parler de Information Stealer Malware. Après ça, on va voir des screenshots de victimes. Vous allez comprendre pourquoi on a cette information-là, ce qui est quand même très intéressant. On va parler récemment, il y a eu le takedown de Redline. Donc, on va parler de ce takedown-là avec un peu ouais, il faut célébrer les takedowns. Puis, il y en a de plus en plus. Là, ça va bien. La police, elle commence à être bonne. Ensuite de ça, on va parler de qu'est-ce qu'il y a au-delà des credentials. Donc, le Stealer Logs vole principalement des usernames passwords. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les fichiers zip? Puis, on va finir avec la mitigation, puis comment se prémunir contre ce type de menace-là, puis qu'est-ce que l'industrie est en train de faire pour se défendre. Puis, j'ai des cadeaux pour vous. Donc, on a du code et des Stealer Logs en exemple que vous allez pouvoir accéder. Je vais vous expliquer c'est quoi les règles pour ce faire. Y a-tu un enjeu de pile avec cette affaire-là? Je pense que. Sérieux, il a skippé genre 14 slides. OK. Parfait. Ben, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'un logiciel malveillant de type InfoStealer? OK. Ben, en gros, là, c'est tu downloads quelque chose que tu exécutes. Des fois, c'est conscient, des fois, c'est pas conscient. Puis, ça va ramasser tout ce que c'est capable de ramasser sur ton ordinateur. Puis, donc, tu n'es pas obligé d'être administrateur. Tu sais, hier, Guillaume me parlait des droits admin. La menace, elle va avoir un gros impact, même si tu n'es pas administrateur, parce que ça ramasse les choses dans lesquelles tu as accès. Donc, tous tes usernames, passwords, les URL que tu accèdes fréquemment, tout ce que tu as rentré dans le formulaire autofill de tes navigateurs, ça va couvrir tous les profils de tous les navigateurs. Même les trucs comme Brave sont couverts. Ça, c'est facile vu que Chromium est un gros écosystème open source, puis presque tous les navigateurs sont des dérivés de Chromium. Bien, ils ont implémenté une stratégie d'aller voler ces informations-là. Ça fonctionne pour tous les navigateurs. Donc, ça va vraiment ramasser énormément d'informations, d'où le nom Information Stealer. Puis, c'est en gros là, comme ça que ça fonctionne. Puis, il y a un écosystème après ça de gens qui revendent ça. Donc, ce crime-là, c'est spécialisé. Ce n'est pas nécessairement ceux qui opèrent les logiciels malveillants de type Information Stealer qui vont nécessairement être ceux qui vont vous hacker avec les ressources qu'ils vont avoir volées. On va avoir des détails de ça durant la présentation. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. C'est ça que ça fait quand on ne présente pas avec son ordi. OK, bon. Je vais pogner les nerfs, sérieux, là. Je peux-tu peser sur l'ordi? Pour le clicker. All right, on va faire ça comme ça. OK. Donc, de quoi ça a l'air un stylolog? En fait, c'est une archive zip qui contient toute cette information-là. Là, je sais que l'écran est petit, donc j'ai prévu le coup, j'ai zoomé. On va voir, dans le fond, tout est comme hiérarchisé par fichier. On voit, dans le fond, les autofills sont dans un dossier. Ici, on a les détections de domaines,
les autofills qui sont considérés importants. Donc, il y a des filtres qui roulent et qui vont classer l'information. Les browsers installés, les logiciels installés, la liste de process, l'information sur le hardware, incluant genre le hardware ID, la mémoire, y a-t-il un GPU, le CPU c'est quoi, etc. Donc, toute cette information-là est collectée. Si on regarde dans le détail d'un fichier TXT type, on va voir qu'il y a l'URL, le username et le password et l'application où l'information a été volée. Ce qui est très intéressant de ça, c'est de combiner l'URL et le password. Par le passé, on avait beaucoup de breach, que c'était uniquement des extraits de bases de données de username, password. Puis là, on n'a pas le contexte. Donc, pour un hacker, c'est dur de savoir où va ce username, password-là. Tandis qu'avec le résultat d'un InfoStealer malware, la personne sait exactement ça, c'est son password de son Google Workspace ou ça, c'est son password de son Dropbox. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile d'utiliser cette information-là à leur avantage. Puis là, on a ça dans le Information Stealer, qui est dans le fond la charge utile ou ce que les cybercriminels vont leverager. Puis là, ici, ce qu'on voulait montrer avec cette espèce de blague-là, de meme de l'été dernier des Olympiques, c'est dans le fond que tout le monde pense je me fais hacker par des remote code execution dans un 0D, dans un app de Ivanti qui est vulnérable, qui est exposé sur mon périmètre. Puis là, ça, c'est le hacker élite. Mais en fait, dans la plupart des brèches de sécurité, c'est vraiment quelqu'un qui a acheté des logs de Stealer Log, qui a trouvé une affaire qui n'est pas protégée par l'authentification 2 facteurs, puis qui a réussi à rentrer chez vous. Puis cette personne-là a ce modus operandi-là, peu importe la victime. Là. On a eu beaucoup de conversations très éclairées par rapport à ça dans les 2 derniers jours, puis ce matin, mais souvent la victime n'est pas unique. C'est vraiment un effet du hasard. Tu as été un petit peu moins sécure que les autres et tu te fais compromettre à cause de ça. Donc, vraiment, puis en plus, l'utilisation des emojis, comme on voit sur les forums cybercriminels, puis le langage aussi, le lingo des cybercriminels. Donc, l'économie des InfoStealers maintenant, parce que c'est au-delà des logiciels malveillants, on est vraiment dans l'ère du malware as a service. Donc, ce qu'on a ici, c'est qu'on voit que les gens vendent ces services-là, puis donc, il y a lui qui crée le logiciel malveillant, ce n'est pas la même personne que la personne qui l'opère, puis ce n'est pas la même personne que la personne qui utilise le résultat des Information Stealer malware pour compromettre les organisations. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que la personne qui fabrique le logiciel malveillant va parler des fonctionnalités de son malware. Puis là, ici, on voit qu'il collecte du browser, les logins, passwords, les cookies, etc. Quelle version du browser est supportée. J'ai fait des versions zoomées là, parce que c'est quand même assez petit. Là, ici, je voulais inclure un petit gag. Dans le milieu des cybercriminels, FUD, parce qu'hier, Guillaume, dans sa présentation, a parlé de Fear, Uncertainty and Doubt, une technique qui était entre autres attribuée à Microsoft pour discréditer Linux dans les Halloween Documents. Mais donc, FUD, dans le monde du cybercrime, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire Fully Undetected. Donc, un malware author qui se vante que son malware est FUD, ça veut dire qu'il l'a testé contre plusieurs antivirus, puis en ce moment, il n'est pas détecté par les antivirus. Puis là, on voit ici ça, c'est le 4C Stealer, puis dans sa publicité pour que les gens l'opèrent 4C, il parle de FUD methods, donc Undetectable Among All Antivirus Programs. Ensuite de ça, il y a toutes sortes d'options dans la liste ici que vous ne voyez pas. Je vais vous en lire quelques-uns. Mais donc, de faire des fausses erreurs. Donc, ça dit Craft Convincing Error Message. Ça veut dire la personne qui download le logiciel malveillant, qu'on va faire semblant que c'est, par exemple, un Winamp old school avec un skin nostalgique. Puis là, tu es comme je veux ça. Tu downloads ça. Puis là, il y a une erreur. C'est parce que tu n'as pas Visual C++, les librairies de runtime de 2016. Puis là, tu es comme OK, je vais aller trouver un autre logiciel. Donc, ça, c'est contrôlé par le logiciel malveillant. Donc, les gens ont décidé de mettre ces fausses messages d'erreur-là. On voit aussi que ça capture des screenshots, ça vole des cartes de crédit, cookies, etc. Donc, ça, c'est vraiment dans les actions qui sont faites par le logiciel malveillant. Ensuite de ça, dans le build, on parle d'options quand tu bâtis ton exécutable, donc pour qu'il ne soit pas détecté. Puis ici, on parle de personnaliser ton icône,
de faire de l'obfuscation, donc de garder ton code sécuritaire, tu sais, dans le fond, pour plus dur à faire de la rétro-ingénierie. Après ça, on parle de file pumper. Ça, c'est de grossir le file size for stealthiness. Donc, si tu downloads un jeu vidéo craqué, par exemple, ben, tu veux qu'il fasse 600 MB ou 2-3 gigs. Tu ne veux pas qu'il soit nécessairement de 17K, ce qui serait comme la grosseur du malware. Donc, ils font toutes sortes de choses comme ça. Aussi, fait intéressant, là, en pen test, souvent, je pense que le sweet spot, c'est 600 MB. Un exécutable plus gros que 600 MB ne sera pas nécessairement analysé par les logiciels antivirus parce qu'ils veulent aller vite, parce qu'ils veulent de la performance. Ils ne veulent pas que l'utilisateur dise laver, ralentit mon ordi. Donc, ils vont peut-être analyser juste un petit peu du début, puis si le début n'est pas malveillant, ben, ils vont sauter le virus. Donc, c'est aussi une autre raison pour laquelle tu veux grossir tes file size. Puis ça parle de dropper. Donc, on voit que c'est un écosystème mature, puis c'est vraiment technique, ça s'adresse à une clientèle qui va acheter ce genre d'affaires-là. Et boy, ça, c'est vraiment dur à lire. On a trouvé, dans le fond, à travers parce que là, je parle du réseau des affiliés, à travers le travail, on a trouvé des gens qui disent OK, toi, tu veux faire de l'argent avec le cybercrime, mais tu ne sais pas comment faire. Ben, on te vend un guide qui va te dire comment opérer un stealer malware. Puis donc, ici, ce qu'on voit, c'est We will teach you making your own traffic. Donc, l'enjeu ou le bout difficile pour la plupart des cybercriminels, c'est de réussir à convaincre du monde de s'infecter, donc la distribution des logiciels malveillants. Puis là, ici, il explique, vous allez avoir 30 jours gratuits où on va vous donner un crypter à tous les jours différents, donc potentiellement pas détecté par les logiciels antivirus. Puis tu vas te pratiquer à le promouvoir. Puis là, il donne par exemple YouTube, des pubs YouTube, des exchanges, des ads TikTok, GitHub, Google Ads. Donc, c'est tous des endroits où les personnes vont créer des vidéos puis essayer de distribuer le logiciel malveillant. Puis on va avoir des captures de ça dans pas long. Le suspense du. Là, c'est rendu que la flèche ne marche plus. Là. OK. Donc, la distribution, comment ça fonctionne? Bien là, je vous parlais que tu t'achètes, dans le fond, pour les stealers. Là, ici, on a Joker Logs, que là, lui, je ne pense pas que c'est un info stealer, donc c'est un revendeur de info stealer. OK? Il y a vraiment un écosystème avec beaucoup de différents jobs. Donc, lui, il dit pour un abonnement mensuel de 600 $ par mois, tu vas recevoir environ entre 150 000 et 250 000 logs. Donc, zip de victimes avec des mots de passe, des usernames dedans par mois. Donc, 600 $ par mois. Pour 2 mois, c'est 1000 $, donc un petit rabais. On voit qu'ils ont le marketing dans le sang. Puis pour lifetime, c'est 8000. Donc, 8000, tu as lifetime, 150 000 zip que tu reçois qui a de victimes de ces logiciels-là. Ça, c'est vraiment la spécialisation du cybercrime. Là. Donc, c'est vraiment pas des gens qui opèrent tout eux-mêmes, mais à la place qui se sont spécialisés, puis eux, ils font leur business comme ça, leur affaire. Bon, il y a beaucoup de jeux de fraude. Là, puis, on a vu des lifetime subscriptions pour du malware que quand tu analyses le code source, il y a des dates de fin, de péremption. Donc, il ne faut pas nécessairement se dire ah oui, je paye 8000 puis je suis good. Là. Ces gens-là, ils se crossent entre eux autres. Là. Ensuite, ici, un autre exemple, c'est Daisy Cloud. Là, lui, tu peux acheter par jour, par semaine, par mois, mais donc, même principe. Puis eux, ils disent même de où viennent les victimes. Donc, eux, c'est Google Ads. Tu sais, quand on parle de il faut faire attention maintenant, mettons que tu dis que tu veux downloader le Teams Client ou le Slack Client ou GoToMeeting, de ne pas cliquer sur les ads parce que souvent, il y a des ads malveillantes. Ben, c'est exactement à cause de ces patterns-là. Puis souvent, ça va être des Information Stealer Malware que vous allez installer. Autre fait intéressant qui n'est pas dans la présentation, là, juste parce que quand je l'ai fait, je n'ai pas pensé, mais souvent, ces logiciels malveillants-là ne persistent pas. Donc, ils exécutent, ramassent tout, uploadent ça directement sur Telegram comme Command and Control, donc sont durs à détecter parce que ce n'est pas des domaines obscurs, weird, c'est des domaines qui sont souvent whitelistés ou qui sont communs ou qui ont des utilisations légitimes. Et ensuite de ça, le malware va se déliter. Donc, des fois, quand tu fais une investigation, disons, c'est un ordi familial ou quoi que ce soit, tu ne vas pas trouver de traces nécessairement. Fait que c'est dur de dire oui, oui, il t'est arrivé ça. Fait que ça aussi, c'est quand même assez pervers comme effet. C'est vraiment contraire
à l'attitude des cybercriminels par le passé qui essayaient de garder leur accès le plus longtemps possible. Donc, c'est vraiment un modus operandi changeant là, avec le temps. Ensuite, il y en a même qui font des sites web custom. Donc, à date, c'était que de la pub sur Telegram, donc des messages de style Telegram. Mais là, maintenant, on a quelque chose comme le Art House Cloud Logs, que là, vraiment, il y a du CSS, puis du Photoshop pour rendre ça beau avec des effets néons. Puis là, ici, lui, il parle aussi de 150 000 à 200 000 logs. Puis pour 150 $ pour un mois, 375 pour 2 mois, puis 1300 pour lifetime. Donc, encore un autre style de distribution de Stealer Log. Maintenant, qui achète ce genre de choses-là, puis qu'est-ce qui se passe par la suite avec ces logs-là? Ben, souvent, on va les retrouver à travers les Initial Access Brokers, donc un sous-groupe du cybercrime spécialisé vraiment dans l'accès initial. Souvent, on va même affilier les ordinateurs infectés à des noms de compagnie, puis on va dire, ah, tu veux-tu RDP dans ce système-là, il y a accès à tel réseau, c'est 500 $, puis là, les gens peuvent acheter. Sinon, il y en a qui vont dans les Dark Web Forums. Souvent, ça va être des échantillons. Donc, tu veux devenir un cybercriminel, une bonne façon de commencer, c'est avec le Information Stealer Log. Voici un exemple, un échantillon de certains. Achète-en plus, comme ça, tu pourrais développer ton créneau. Tu pourrais revendre des comptes Netflix hackés, tu pourrais revendre du Spotify, etc. Donc, il va y avoir des échantillons gratuits comme ça. Tu as le Russian Market que eux, ils vont mettre juste les domaines des victimes, puis tu payes 10 $ pour avoir accès à l'information. Donc, ça, c'est vraiment une autre façon d'opérer. Ce n'est pas un échantillon complet, c'est vraiment que les domaines où il y a des credentials. Puis, il y en a beaucoup sur Telegram. Puis aussi, on pense que certains opérateurs qui vont faire des targeted attacks eux-mêmes quand les données sont très juicy, là, on ne sait pas vraiment comment ils qualifient le log en question, mais on se doute que c'est un modus operandi aussi qui pourrait être fréquent. Ensuite, en bas, on a en souligné, là, il y a des gens aussi qui sont toujours intéressés à acheter des grossistes de Stealer Log. Puis là, ils disaient, si vous avez plus que 100 000 infections, ben contactez-moi, je suis intéressé. Fait que donc, il y a aussi de la revente entre joueurs de Stealer Log. Un autre fait intéressant qu'on a trouvé, ça vient de Breaking Bad, dans le fond. Puis, c'est Badger qui se fait comme arrêter, là, un des personnages de la série. Mais l'anecdote ici, c'est que c'est l'espèce de mythe de Ah, mais si c'est une police, il est obligé de te dire que c'est une police. Donc, tu lui demandes Hey, es-tu un policier? Puis, si c'est une vraie police, il est obligé, c'est la loi. Ça, c'est une affaire que moi, j'ai déjà entendue quand j'étais jeune, mais qui est comme pas vraiment vrai. Là, eux, ils disent que c'est dans la Constitution. Puis dans Breaking Bad, ben, ce qui se passe, c'est que c'est la police qui dit à Badger, c'est comme ça, tu devrais toujours demander avant de faire une transaction, es-tu une police? Fait que là, Badger est comme, il me donne un conseil pour que je fasse attention, fait que je vais le suivre. Fait que là, il demande à la personne qui vient de donner ce conseil-là, t'es-tu une police? La personne a dit non. Fait que là, il achète de la drogue, puis tout de suite après, il se fait arrêter parce que c'était une police. Fait que c'est comme un peu niaiseux. Mais là, dans le cybercrime, ça a l'air qu'on a du monde un peu niaiseux comme ça. Fait que là, on a un chat log d'un échange que j'ai fait des petits zooms. Hop. Fait que là, ça commence, c'est Yo, can you prove you're not a Fed? Là, l'autre, il dit Sure, bro, what do you need? Qu'est-ce que tu veux pour te prouver que tu n'es pas un Fed? Le gars, ensuite de ça, il dit après ça, il dit pourquoi tu m'as kické du chat là? Mais la personne n'avait pas fait sa preuve. Fait que là, il dit attends, là, ce que je veux, c'est que tu m'envoies un voice message qui dit que tu n'es pas un Fed. C'est ça, le cybercriminel demande ça à l'autre. Puis là, l'autre gars, il répond genre, j'ai pas de micro sur cet ordinateur-là, ça serait du bad OPSEC. Fait que le gars est comme plus sophistiqué, clairement, que l'autre qui veut y vendre de quoi. Puis là, il dit ben, t'as-tu un téléphone? Appelle-moi, puis dis-moi que t'es pas un Fed. Puis là, le gars, il est comme moi, j'utilise pas de téléphone pour faire de la fraude. Là. C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que tu penses? Puis là, après ça, il dit
I'm not a Fed anyway, this shit isn't Hollywood and cops can lie, man. Fait que tu sais, il le clash direct dans sa face. Là. En tout cas, ça, c'est vraiment un échange assez drôle là, que des mythes qui peuvent rester dans les cyber. Puis aussi, ça montre le manque de sophistication. Là. Tu sais, on deal vraiment avec une grosse catégorie de gens qui sont des opportunistes, qui veulent juste améliorer sa situation, qui ne sont pas nécessairement forts techniquement ni côté légal, qui veulent juste faire de l'argent. Ensuite de ça, là, on va embarquer dans des screenshots des victimes. Donc, dans le package d'un Stealer Log, au moment de l'infection, la plupart des Stealer Logs vont effectuer un screenshot de l'ordinateur au moment où l'infection a lieu ou avec un petit délai. Là, en tout cas, c'est pas une science exacte, là, mais parce que des fois, on n'est pas dans le navigateur, mais souvent, la personne est dans le navigateur, donc on peut attribuer l'infection facilement. Puis, ça nous donne une histoire de c'est quoi les campagnes qui infectent les gens. Fait que peut-être que ça va vous raise des flags ou peut-être que vous allez avoir envie de dire à vos collègues hey, ton comportement, peut-être que ça amène à du malware de type Information Stealer. Mais avant que je me lance là-dedans, je voulais savoir est-ce qu'il y en a ici qui utilisent des logiciels piratés? Oui, il y a quelques mains levées. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Les étudiants, etc. Vous allez voir qu'il y a un des gros vecteurs d'infection que c'est les logiciels piratés. Tu sais, à l'époque, on était bon, on savait comment pas s'infecter avec des logiciels piratés. Tu sais, le gros download button qui clignote, c'est pas le bon, il y en a un plus petit, plus bas. Ou il faut y aller avec les torrents, mais vous allez voir que c'est de plus en plus gris, là, ces zones-là. Il y a beaucoup, beaucoup de logiciels malveillants. Donc, c'est aussi peut-être un moment de se poser la question. Puis ça commence aussi par un truc assez intéressant. C'est les premiers screenshots qu'on voit là, ici, c'est Midjourney. Donc, c'est quelqu'un qui voulait utiliser Midjourney sans payer. Midjourney, normalement, c'est via Discord. Donc, c'est un bot Discord pour réussir à générer des images par l'intelligence artificielle. Midjourney était très bon. C'était un des premiers bons générateurs d'images d'AI. Puis, on voit que la personne ici, elle s'est fait infecter via Midjourney. Donc, ça c'est là, chaque screenshot est une infection complètement distincte. OK? Fait que là, on est sur une autre personne qui voulait rouler du Midjourney. Puis, on voit que c'est un lien sponsorisé. OK? Puis là, il y a beaucoup de francophones dans nos données. C'est intéressant, ça aussi. Mais on voit que l'URL, c'est ai.mid-journey.org. Okay? C'est zéro le vrai Midjourney. Donc, cette personne-là s'est infectée avec un InfoStealer à cause qu'elle voulait du Midjourney gratuit. Ensuite de ça, on a ici Midjourney 64 bits, puis avec un binaire. Puis, en plus de ça, ça va même dire c'est possible que ton Computer Security System falsely trigger. Donc, on entraîne l'utilisateur à s'attendre à une alerte d'antivirus puis à dire non. OK? Ça, encore une fois, ça fait des victimes d'InfoStealer malware. Ensuite de ça, ici, on a un exécutable qui s'appelle midsetup.exe. Puis là, l'URL, c'est get.mid-journey. Donc, une autre victime. Encore aussi francophone. On voit taper ici pour. Ben, vous ne voyez pas, moi je le vois. Taper ici pour rechercher ou avec des éclaircies. Donc, un autre francophone. En 2023, la date de l'infection. Je comprends pas c'est quoi les bugs. J'ai dû en sauter 4-5. Ouais, je savais. Je sais pas. J'aimerais avoir la réponse, mais je ne l'ai pas. OK. Clique. OK. Donc, là, je vous parlais tantôt qu'on peut mettre des messages d'erreur custom. Ici, on a Disable antivirus and try again. Donc, il a comme détecté qu'il y avait un antivirus, puis il s'attend à ce que tu le désactives. Ensuite de ça, ici, on voit quelqu'un qui est suspect. Tu sais, il est comme, qu'est-ce qui s'est passé? Il me semble mon ordi chauffe depuis que j'ai installé cette affaire-là de Midjourney. Donc, il se pose des questions. Ensuite de ça, ici, on a quelqu'un qui, au moment de l'infection, il était en train de googler How to disable Bitdefender antivirus 2023. Donc, cette personne-là, clairement, suivait les étapes et s'est fait infecter avec succès. Bravo. On a quelqu'un ici qui est dans son onglet de Windows Security qui vient de désactiver le Real-Time Protection ou en fait qui a essayé de le désactiver parce que ça dit This setting is managed by your administrator. Donc, encore une fois, une victime de InfoStealer malware qu'on a dans nos données.
Ensuite, on a quelqu'un qui se pose des questions. Donc, c'est ai.midjourney.or, virus. Il Google, la recherche Google, OK, c'est-tu un virus? C'est pas me poser des questions. Mais il est infecté. Quelqu'un qui essaie de cacher ses traces, donc qui essaie de déliter après avoir tenté d'utiliser un logiciel qui s'appelle Cinema 4D, qui doit être un logiciel de montage, puis à ce moment-là, infecté. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que du Midjourney gratuit peut amener directement vers un triple extortion ransomware attack, right? Ça commence avec une infection d'InfoStealer, il y a des creds importants, puis ça se ramasse sur les marchés underground et quelqu'un va utiliser ça pour compromettre une organisation. Dans les faits, là, c'est à quel point c'est une menace importante. Ben, nous, on observe environ 1,4 million de Stealer Logs distribués par semaine. Il faut savoir que là-dedans, il y a beaucoup de monde qui revendent. Donc, tu sais, l'idée, si tu vends ça 600$ par mois, ben, l'idée, c'est que tu veux du volume. Ben là, pour avoir du volume, tu es prêt à tricher, tu es prêt à comme combiner des sources, à acheter à d'autres, les mettre dans les tiens. Donc, on ne sait pas réellement, là, pas dupliquer c'est quoi le chiffre. Mais 1,4 million de logs, c'est énorme. Là, au moment où on a fait ces slides-là, nous, on en avait dans nos collections 65 millions de Stealer logs. Donc, c'est énorme le nombre de machines. Ce chiffre-là augmente sans arrêt. Puis, on dit qu'il y a environ 7 millions de logs qui ont des corporate credentials. Donc, que c'est des ordis personnels que les gens ont utilisés pour accéder aux ressources cloud ou que c'est des ordis d'entreprises qui ont été infectés. 7 millions qu'on évalue. Puis on a attribué les Stealer Logs à des breaches importantes comme Ticketmaster, AT&T, Santander. Donc il y a des breaches qui sont conséquentes qui sont arrivées suite à ce genre de compromission-là. Puis en parlant de ces menaces-là, moi, un des trucs que j'aime, il y a comme deux statistiques, là, qu'il y en a une qui va revenir plus loin, mais c'est le DBIR de Verizon, donc un truc qui accumule des faits sur les gros breaches. C'est un papier qui sort à chaque année, puis tu sais, leur métaux est bonne, puis ils n'arrêtent pas de la mettre à jour. Donc, c'est comme devenu un truc très cité, dans le fond, le DBIR report. Puis eux, ils attribuent 31% des breaches ont lieu d'une compagnie qui doit embarquer en mode investigation et faire de la réponse aux incidents, ont lieu à cause de des credentials qui ont été utilisés. Donc, c'est pas la citation d'IBM ici que j'aime utiliser, c'est on n'est plus nécessairement à l'ère où on se hack avec des exploits puis des vulnérabilités. On est à l'ère où les criminels se loguent dans nos infrastructures. Donc, c'est vraiment pas le même genre de signal si jamais on veut détecter ce genre d'attaquant-là. Il faut trouver des logins légitimes à des endroits inattendus plutôt que de s'attendre à exploiter des trucs sur le périmètre ou à l'intérieur de l'organisation. Donc, c'est quand même assez épeurant, 31% des breaches qui est relié à ça. Comment les threat actors peuvent utiliser maintenant les InfoStealers ça, c'est des gens qu'on a vus qui se sont infectés eux-mêmes avec un Stealer Log en train de faire quelque chose avec le Stealer Log. Donc, c'est très méta. Mais donc, la personne ici, elle avait dans son historique, elle essayait d'utiliser des logs pour un truc bancaire. Donc, on voit vraiment toutes les tentatives de se connecter à Bank of America, puis à essayer de bypasser le requis de tout FA de Bank of America. Donc, chercher, voir si avec le recovery ou quelque chose, s'il n'y a pas un chemin qui me permettrait d'avoir accès sans avoir à remplir une condition que je ne serais pas capable de remplir, c'est-à-dire d'avoir le SMS en question. Ensuite, ici, on a un autre qu'on a appelé le Heartstring Hacker. Cette personne-là faisait énormément de fraude via Facebook, de la fraude romantique, donc un modus de fraude assez connu. Puis, lui, s'est infecté avec un Stealer Log, puis on a vu dans son historique de navigation tout cet historique-là. Donc, c'est quand même intéressant de voir le pattern. Ensuite de ça, bon, là, je vais vous parler du Redline Takedown. Donc,
OK. En octobre 2024, ça a été annoncé que Redline a été taken down. Donc, ça, Redline, c'était le nom d'un InfoStealer malware qui était actif depuis environ 3 ans, qui était quand même très gros. Donc, il a été shut down par la police. Puis, il opérait aussi Meta. Donc, dans les diapos, vous allez voir le lien entre les deux campagnes. Le vecteur d'infection que nous, on a trouvé, c'est Mathieu Lavoie puis Alexandre de I7 qui ont travaillé là-dessus, Alexandre Côté-Cyr, eux l'ont trouvé via des updates de Windows 11 malicieuses. Donc, c'était pour passer de Windows 10 à Windows 11, il y avait c'était pas des sites officiels de Microsoft, donc c'était facile à identifier que c'était frauduleux. Puis ils ont commencé à installer puis à faire la rétro-ingénierie du logiciel malveillant pour comprendre. Mais il y a eu d'autres vecteurs de distribution de Redline, donc des cracks pour des jeux, des logiciels, des applications mobiles, aussi Visual Studio Code, des trucs infectés avec des ads, encore une fois, qui étaient distribués. Google Ads, YouTube, puis aussi, ils ont trouvé des, dans le fond, dans les exemples, parce que je vous disais qu'il y avait des styles-là qui étaient distribués gratuitement, bien, là-dedans, des fois, ils mettaient un exécutable dans le fichier zip que si tu cliquais dessus, ça allait être infecté avec un logiciel malveillant de type InfoStealer. Donc, encore une fois, les cybercriminels vont vraiment se jouer des tours puis se backstabber entre eux autres. Donc, un des mécanismes, c'était ça. Les échantillons gratuits étaient infectés. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention quand on consomme ce type de truc-là. Mais donc, Redline a été un gros joueur pendant très longtemps. Là, vous allez voir un graphe là-dessus bientôt. Puis, comme vous avez vu dans d'autres logs, dans le fond, Redline drop un fichier TXT avec l'URL, username, password de l'application de toutes les victimes. Puis, l'ensemble de fonctionnalités est identique avec Meta. Donc, c'est comme ça qu'il y a eu une association de fait. Puis, ça a été confirmé. Au-delà de la similarité, il y a eu de l'infrastructure qui était partagée. Donc, c'est là qu'on savait que c'était le même, mais il y a aussi beaucoup de similarités visuelles, entre autres ici. Nous, on a vu au-delà de 13,5 millions de Stealer logs associés, affiliés à Redline puis à Meta. Ici, c'est une liste des informations qui sont collectées par ces logiciels-là, qui est quand même générique, là. Puis là, ici, on vous montre, dans le fond, on a fait un graphe de tous les Stealer logs qu'on a collectés. Puis là, on désactive puis on réactive. C'est un tableau interactif, là. On réactive puis on désactive Redline. Donc, on peut voir que Redline est responsable pour vraiment un méga pourcentage des infections qu'on observe chez nous, donc dans notre télémétrie. Donc, c'est vraiment un gros joueur qui a été taken down. Mais vers la fin, on voit que, tu sais, plus à partir de 2024, il y a quand même de la compétition pas mal. Là, là on entend beaucoup parler de Luma C2 puis de SteelC comme gros InfoStealer qui fonctionne bien ces temps-ci. Voici un screenshot du Builder. Donc, c'est un logiciel, c'est pas web, c'est un logiciel de type Fat Client que là-dedans, tu décides toutes les caractéristiques que tu veux, puis ça te donne un exécutable que tu envoies à tes victimes ou que tu distribues. Puis, voici une ligne du temps partielle de comment ça s'est passé. Donc, il y a eu on a commencé à traquer les samples parce qu'on a trouvé un lien vers l'infrastructure qui nous permettait de rester en contact, de savoir avec qu'est-ce qui se passait avec eux autres. I7 a trouvé le back-end en 2022. Puis ensuite de ça, ils se sont rendus compte, je pense que j'ai une slide pour ça, qu'on a réussi à faire un takedown partiel parce qu'on s'est rendu compte qu'ils ont fait une erreur dans leur mécanisme de distribution. Ils utilisaient la même clé pour signer et les malwares qui étaient générés et le control panel. Donc, ça veut dire que si on disait à Microsoft de révoquer cette clé-là qui signait les exécutables, ben, tout arrêtait de fonctionner. Tout le monde avait des erreurs, puis les exécutables n'étaient plus exécutés. Donc, c'est ça qui s'est passé. Ça l'a fait une disruption assez rapide de Redline. Puis là, vous pouvez imaginer, c'est un logiciel de type Malware as a Service. Donc, Redline, il vendait à des gens,
Puis là, du jour, avec des lifetime licenses, donc les gens, ils payaient pour avoir quelque chose qui fonctionnait toute leur vie. Puis là, du jour au lendemain, il n'y a plus rien qui marche nulle part parce qu'il y a eu un code signing certificate qui a été révoqué. Donc, ça met une pression incroyable sur les opérateurs du malware as a service de faire une mise à jour. Qui dit rapide, pression incroyable, dit changement rapide et botché, pour parler en bon québécois. Donc, ce qui s'est passé, c'est que rapidement, ils ont mis un nouveau mécanisme. Ça l'a sauté. OK. Ils ont mis un nouveau mécanisme de distribution ou de validation de la licence. Puis ils ont oublié les certificats pour signer les binaires. Je pense qu'ils ont signé, mais ils ne signaient pas tout de la même façon. Donc, si j'avais une révocation, ça n'aurait pas fait un aussi gros takedown que la première fois. Puis pour valider la licence, ils utilisaient GitHub. Là, une autre erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils utilisaient un GitHub codé en dur dans le logiciel. Il allait chercher ce message-là chiffré, il le déchiffrait, puis c'est ça qu'ils utilisaient pour valider la licence. Puis là, ben, GitHub, quand il y a de la pression, puis que c'est clair que c'est un logiciel malveillant, il collabore. Donc, GitHub a fait un takedown de ce repo-là. Ça l'a encore une fois tout jeté à terre l'infrastructure de Redline parce qu'il y avait un single point of failure. La nomenclature de Attack Framework pour ce genre de truc-là, de redirection, dans le fond, il appelle ça un Dead Drop Resolver. Donc, le premier en fait, c'est pas vrai. Le deuxième takedown, il fallait qu'on fasse un takedown, qu'on fasse retirer sur GitHub le lien du Dead Drop Resolver. Puis là, ensuite de ça, encore une fois, vu qu'il n'y a plus rien qui fonctionnait, ils ont réagi rapidement. Là, ils ont dit OK, on n'utilisera pas GitHub, on va utiliser Pastebin dans l'espoir que ce soit plus dur à acheter par terre. Ils ont switché de fournisseur. Mais Pastebin aussi a réagi rapidement. Donc, ils ont ensuite de ça changé, encore une fois. Puis, nous, c'est à partir de là où on a. Là, ça l'a switché à des sites compromis. Puis ça, c'est vraiment plus dur de faire la chasse aux sites compromis. Il y avait plusieurs sites. Des fois, c'est compromis, des fois, c'est pas clair si c'est compromis. C'est loué, puis ils mettent du contenu comme decoy. Donc là, c'était vraiment, ça l'a dépassé, dans le fond, les capacités de firmes de cybersécurité, surtout Flare, là, qui était startup, très clair, startup il y a 3 ans. Donc là, dans le fond, ils ont donné une présentation à BotConf en 2023. Puis c'est là que la police qui était présente à cette conférence-là, BotConf, c'est une grosse conférence internationale sur le malware avec des forces de l'ordre. C'est organisé par le chef gendarme en cyber en France. Puis ça a comme, dans le fond, starté une grosse collaboration internationale. Il y a tous les logos que vous voyez en bas, là, NCIS, les Américains, le Europol était là-dedans. Ils ont participé au takedown. Donc, ça a pris 2 ans environ là, entre la présentation puis le takedown. Mais c'est quand même encourageant, dans le fond, de voir, malgré les délais et tout ça, le red tape qu'il y a avec la police, de voir que ça peut se rendre à ce genre de takedown-là. Là, j'ai mis la vidéo. Ah, pas autorisé à lire ce fichier. Mais il y avait du son. OK. Il y avait du son. De toute façon, je l'aurais skippé parce que il y a du voice-over, mais ce qui est intéressant, là, ça, c'est aller voir sur Google Opération Magnus. C'est comme ça qu'ils ont appelé ça, le takedown. Puis, c'est vraiment fait comme une pub de InfoStealer. C'est ça qui est drôle de ce truc-là. C'est pour ça que j'ai voulu inclure la vidéo. Mais pas de son, ça n'aurait pas été aussi bon de toute façon. Mais c'est qu'ils ont fait comme si c'était une update de Redline, mais c'est le final update de Redline, parce qu'ils l'ont tué. Puis il y a plein de gags. Puis à un moment donné, il parle de merci à vous, nos clients, les VIP, where VIP means very important to the police. Fait que il y a comme une espèce de. Il troll un peu le cybercriminel. Puis on remarque que la police est de plus en plus comme ça. On sent que dans les corps policiers, maintenant, c'est des gens qui ont grandi avec l'informatique puis qui veulent vraiment combattre le cybercrime. Il fut un temps où c'était une punition d'être en cyber. Tu étais comme un vrai enquêteur. Puis là, toi, si t'es pas gentil, on va t'envoyer en cybersécurité. Puis là, non, pas de l'ordinateur toute la journée.
Tandis que là, maintenant, tu as des gens qui sont vraiment intéressés à faire une carrière à combattre le cybercrime. Donc, ça, c'est très rafraîchissant de voir ça. Puis ça mène à des belles conclusions là, où on règle, à mon avis, des problèmes de sécurité réels. Je vais-tu réussir à skipper cette erreur-là? Ouais. Ouais, j'ai essayé de cliquer, mais c'est pas clair. OK, donc là, je vous avais dit, on va aller au-delà des noms d'utilisateurs et des mots de passe dans cette présentation-là. Puis là, c'est le début de cette section-là. Dans la plupart des Stealer Logs, ils ont un module qui appelle le File Harvester. OK? Puis là, ça, c'est une capture d'écran d'un Stealer Log. On voit dans l'arborescence que c'est en dessous de File Grabber, utilisateur, document. Puis il va ramasser toutes sortes de types de fichiers, des docs, des documents, donc PDF, doc, docx, etc., les fichiers Excel, les fichiers texte, les bases de données KeePass, donc KeePass qui est un logiciel un gestionnaire de mots de passe open source. Donc, il va ramasser les bases de données KeePass aussi. Puis, il va, pour ne pas ramasser trop de trucs, il va être focus sur le Documents folder, le desktop. Puis, c'est là-dessus qu'il va comme limiter ses recherches. Puis là, ce qu'on voit ici, c'est encore quelqu'un qui parle français, mais on a comme lepianiste.doc. Philo final, donc probablement quelqu'un à l'école ou qui a fait ses affaires il n'y a pas longtemps. Vrai récit de science, activation des connaissances, bonjour AE. Puis c'est vraiment weird là, parce que pensez-y, là, moi j'ai downloadé ça, c'est un screenshot que j'ai pris sur mon ordi. Tu sais, je suis capable d'ouvrir ces documents-là, ils fonctionnent. Fait qu'il y a vraiment quelqu'un qui, un moment donné, pour un logiciel craqué, c'est tout fait voler ses affaires, puis nous autres, on a ça. C'est bizarre. Ensuite, là, ah oui, cette victime-là, comment ça s'est passé qu'elle s'est fait violer ces fichiers-là? C'était Adobe Illustrator Crack. Donc, cette personne-là voulait utiliser Illustrator sans payer. Et j'ai lu son CV à cause de ça. Un autre truc, au-delà des fichiers qui sont volés, c'est le MFA, OK? Les Multifactor Authentication. Dans le fond, le Infostealer Malware va après certaines extensions Chrome. Dans la liste d'extensions qui sont ciblées, il y a les Authenticator App. OK? Puis là, j'étais comme, Authenticator App, OK, comment ça fonctionne? Là, j'ai creusé un peu. Ce qu'on voit ici, c'est tous les fichiers associés à une extension Chrome, donc vont générer des fichiers d'un format spécial que Google a designé, qui s'appelle, c'est genre IndexDB qui contient du LevelDB ou le contraire, là, mais en tout cas, c'est une genre de database qu'il n'y a pas de compression, donc on peut l'ouvrir dans un autre pad, puis on va voir presque tout. C'est sûr qu'il y a un peu de format natif pour les chiffres, là. Les integers sont comme packés d'une certaine façon. Mais donc, le InfoStealer va carrément juste ramasser tous ces fichiers-là. Puis là, ce qu'on voit ici, c'est que pour le Authenticator App, il y a un format style JSON dans les données qui sont collectées. Là-dedans, il y a un message qui contient secret. OK? Je vais vous le formater un petit peu plus clair, mais bon, c'est petit, mais vous voyez, il y a account, algorithm, counter, digits, hash, issuer, secret. Puis type TOTP. Donc là, je me suis dit, hey, mais si on a, tu sais, connaissant le protocole TOTP ou le standard TOTP, si on a le secret, ça veut dire qu'on est capable de régénérer le même 6 chiffres à partir du moment où on a toutes les informations de configuration. Là, je me suis dit, est-ce que ça peut marcher? Et là, j'ai ouvert une VM, puis j'ai confirmé si ça pouvait fonctionner. Puis, ce qu'on a accès à, ce qu'on voit en ce moment, c'est que oui, ça fonctionne. Donc, quelqu'un qui utilise une app pour faire son authentification 2 facteurs dans son browser, qui scanne un code QR dans son browser pour avoir cette app-là dans son browser, un logiciel de type Information Stealer Malware va voler le secret nécessaire pour recréer les codes TOTP. Fait que là, on appelle ça du MFA bypass au travail. Mais donc, voici la preuve. Là, dans le fond, à gauche, c'est ma victime. À droite, c'est mon attaquant. Donc, ma victime, j'ai installé le Authenticator App. Je me suis créé un token avec un secret. En bas à droite, c'est le contenu du fichier comme si j'étais un Information Stealer Malware. Donc, je suis allé
chercher les fichiers d'extension comme l'InfoStealer Malware va faire. Là-dedans, j'ai extrait le secret. Je l'ai rentré dans une application web TOTP Token Generator. En rentrant le secret, j'obtiens exactement le même code que ma victime. Puis la rotation va se faire en même temps. Tout est synchronisé. Là. TOTP, ça prend, ça fonctionne avec l'horloge. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui se fait voler ça a effectivement, le MFA, c'est comme s'il ne comptait plus parce que l'attaquant a volé le secret en même temps que le mot de passe. Là, je me disais, est-ce que c'est niche cette attaque-là? Combien de gens ont ce genre d'application-là? C'est quand même assez niche, là, on va être honnête. La plupart utilisent une application mobile pour gérer leur TOTP. Puis cette application mobile-là n'est pas synchronisée automatiquement dans le compte de Chrome. Donc, par contre, les applications qui sont ciblées sont les applications les plus populaires dans le Chrome Web Store. J'ai cherché pour Authenticator, puis le premier résultat qui a comme 2,1 millions, 2100 ratings, était une des applications qui était volée, qui était dans le fond ciblée par des information stealers. Puis il y en a plusieurs autres qui sont ciblées de la même façon. Puis là, pour ceux qui veulent investiguer ou qui se posent la question, qui veulent faire le travail sur leur propre ordinateur, hey, qu'est-ce qu'un InfoStealer aurait accès? J'ai mis les pattes ici, là, les slides vont être disponibles, vous allez pouvoir aller les chercher. Mais donc, vous pouvez aller gratter là-dedans puis voir tous les secrets qui sont stockés là. Un logiciel de type Information Stealer vole ça. Donc, vous pouvez voir c'est quoi. Puis, il y a, si jamais vous avez besoin d'accès des integers aussi, que les strings, ce n'est pas suffisant, il y a un tool d'incident responder qui existe qui permet de voir les databases de type LevelDB. Ensuite de ça, j'ai trouvé du Bitwarden. Là, je me suis posé la question, OK, Bitwarden, qu'est-ce qui est fait avec Bitwarden dans l'extension? En fait, ils vont ramasser les logs, puis les logs sont en plain texte, mais Bitwarden chiffre avec le même protocole qui chiffre la voûte toutes les informations sensibles. Donc, oui, on voit toute la synchronisation, comment elle est faite. On voit s'il est bien utilisé fréquemment, peu fréquemment. On voit les requêtes de quel compte est demandé. Mais tout ce qui est URL, login, password, toutes les métadonnées sont toutes chiffrées à la ligne. Donc, c'est quand même assez résilient. Là, ce qu'il faut espérer, c'est que le mot de passe de la voûte n'est pas dans les mots de passe du browser. Comme ça, sinon, ben là, ça ne sert à rien d'avoir cette protection-là. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que les gestionnaires de mots de passe font un bon travail, en tout cas dans le cas de Bitwarden. Il n'y a pas de secret qui est révélé additionnel si jamais on se fait compromettre par un logiciel de type Information Stealer. On voit que les extensions se font voler aussi sur plusieurs browsers, comme j'en ai parlé au début. Là, je vous montre Chrome, Edge, par exemple. Puis, ici, c'est le genre de log file qu'il y a dans Bitwarden. OK. Là, on voit dans le fond les chaînes. J'avais oublié, j'avais mis le screenshot, c'est pour ça que je l'ai expliqué avec ma voix, mais là, vous allez avoir une preuve concrète. Ça, c'est dans le fond les logs de Bitwarden. Donc, il y a beaucoup de métadonnées, mais les noms, les URL, les passwords sont tous chiffrés avec leur format, avec du hashMAC, tout. Là, c'est vraiment bien fait, la crypto de ce côté-là. C'est pas de l'obfuscation de type base 64. Là. On est ailleurs. Ensuite de ça, on a vu d'autres extensions que là, je n'ai pas analysées avec autant de détails techniques, mais qu'il va falloir un jour analyser, mais dont Dashlane, beaucoup de crypto wallets aussi qui sont qui sont volés par les information stealers. KeePass XC. Donc, KeePass XC a au-delà des fichiers de voûte qui sont volés par le file grabber, il y a aussi une extension de browser, puis elle aussi, elle est ciblée. J'ai regardé dans les configurations des victimes qu'on avait dans nos données et il n'y a que de la configuration. Il n'y a pas de mot de passe, de cache, de log, de qu'est-ce qui a été accédé. Donc, de ce côté-là aussi, c'est bien fait. On est en sécurité.
Ensuite de ça, là, j'ai regardé les voûtes de mots de passe qui sont volées en détail. Je me disais, OK, je suis un cybercriminel, qu'est-ce que je peux essayer? Puis, il y a dans la suite John the Ripper, il y a un extracteur de clés pour KeePass. Donc, ça veut dire que tu peux peut-être, sûrement que ce que les cybercriminels font, c'est ils utilisent ça pour aller extraire le secret de la clé. Puis ils font des attaques de type offline pour essayer de craquer la clé, donc c'est plus rapide. Mais KeePass utilise du KBPDF2, donc c'est quand même des attaques quand même assez coûteuses à faire. Donc si le password est bon, ça va être difficile à faire. Mais j'ai confirmé que ça fonctionnait full stack. Dans le fond, j'ai créé un KeePass que je connaissais le mot de passe. J'ai mis un mot de passe dans une word list. J'ai utilisé le tool de John pour extraire. Donc, c'est possible que les cybercriminels puissent craquer les KeePass. Ensuite, il y a un autre truc que je ne connaissais pas, que je suis tombé dessus, qui s'appelle les Google Master Cookies. OK? Puis apparemment que Google est au courant de cette histoire-là, mais c'est, dans le fond, Google aurait comme une clé secrète qui est commune à tous les cookies de Google. Donc, une espèce de master password pour générer des cookies Google valides. Et ça l'a leaké. Donc, il y a quelqu'un qui l'a su. Puis, ça fonctionne. Donc, on a vu, ça prend ça prend un tool de cybercriminel. Il n'y a pas de tool open source, j'ai cherché. Mais donc, ici, on a un screenshot de Radamantis. Radamantis, tu rentres cette clé-là, puis il va être capable de générer des cookies Google qui vont fonctionner. OK? Puis, ma théorie personnelle, pourquoi Google n'a pas changé ça, c'est parce que ça désauthentifiquerait. S'il changeait cette façon de faire-là, ça désauthentifierait tout le monde qui utilise un service Google sur la Terre. Donc, c'est peut-être un petit peu too big pour eux autres. Fait qu'ils ont décidé de ne pas changer ça. Mais ça veut dire que c'est quand même assez puissant. Ce n'est pas tous les InfoStealers qui font ça. Ici, je pense que c'est Luma qui vole le Google Master Cookie. Ensuite de ça, là, je voulais vous dire juste les risques en général sont très élevés. Puis il y a des risques pour les développeurs, des risques pour plein de différents types de personnes. Mais donc, ce qu'on voit dans les screenshots là, c'est Azure, Discord, Steam, AnyDesk, Proton VPN, Electrum, MetaMask. On a aussi vu du FileZilla, Binance, Phantom, XDefi Wallet, beaucoup de crypto wallets dans les données qui sont volées. Puis, tu sais, si c'est une extension de browser, ça leur prend 4 secondes à voler des trucs de plus pour les browsers. Ils ont juste à rentrer le extension ID dans leur malware, puis ça va ramasser les fichiers automatiquement. Donc, ils rajoutent constamment des trucs de browser extension dans leur malware. Tandis que, tu sais, les trucs comme FileZilla, là, il faut qu'ils aillent chercher des configs spécifiques. Ça, c'est plus long pour eux à développer. Ah, ça, c'est drôle, ça. J'ai comme dessiné. OK. Les cookies maintenant. Les cookies, c'est une menace particulière, puis nous, on s'est mis à focus plus là-dessus parce qu'on s'est rendu compte que pour certains types d'applications, les cookies ont des durées de vie très, très longues parce que le user experience, c'est important pour beaucoup de compagnies. Par exemple, Amazon, ils ne veulent pas te log out n'importe quand parce que plus que tu es login, plus que tu as de chances d'acheter, puis aussi, tu sais, le one-click buy, et tout ça. Bon, il y a beaucoup de big tech qui fonctionnent sous ce principe-là. Tu sais, Facebook, on ne se souvient même pas la dernière fois qu'on s'est logué tellement on ne se logue pas souvent. Donc, tu sais, les banques, c'est comme le contraire. Fait que dans les InfoStealer malware, les banques, pas vraiment de risque là parce qu'ils te log out après 5 minutes d'inactivité. Donc, les cookies, c'est sûr qu'ils sont plus bons. Fait que là, il faut comprendre ça. Si vous voulez appliquer ces risques-là à vos organisations ou à vos applications, il faut comprendre dans quel modèle vous vous situez. Mais si vous êtes un Amazon, ben là-dedans, il y a des cookies, puis il y a des outils spécialisés de cybercriminels qui vont injecter ces cookies-là dans un navigateur, puis vous allez être authentifié comme la victime, dans le fond. Puis là, ça, c'est un dump de cookies. C'est un format quand même assez standard. Puis là, on voit, dans le fond, j'ai highlighté des cookies de Notion, mais il ramasse tous les cookies du navigateur, de tous les navigateurs, tous les profils. Donc, il y a énormément de valeur là-dedans, mais il y a aussi énormément de bruit. Nous, par défaut, on ne cherche pas dedans si vous cherchez dans notre plateforme parce qu'il y a trop de faux positifs.
Par contre, il y a des use cases où ça, c'est vraiment intéressant. Puis là, on développe des trucs spécifiques pour les cookies. Ça, c'est l'application en question. Donc, on appelle ça des checkers dans le cybercrime. Ils appellent ça comme ça. Puis ici, ce qu'on voit, qu'on voit en particulier, c'est BL Tools. Puis là, c'est vraiment fait user-friendly. C'est pas comme le screenshot d'avant. Là, ici, tu cliques, je veux essayer YouTube. Ça supporte les proxys. Donc, ça ne va pas utiliser votre Internet de maison. Ça va passer par plein de proxys. Puis là, je dis vous n'allez pas faire ça, j'espère. Mais les cybercriminels, dans le fond, ils utilisent des proxys pour ne pas se faire bloquer, pas se faire détecter, etc. Donc, ça va tester si le cookie fonctionne. Donc, ça va loader le site, puis ça va voir, OK, est-ce que j'ai une erreur ou j'ai accès au site. Puis là, ça va vous dire, OK, ces cookies-là sont bons. Là, soit ils peuvent resetter le mot de passe, vendre la compte ou faire d'autres choses de malveillants. Maintenant, défense et stratégie de mitigation. Bon, les côtés vendor, les antivirus, ils font de leur mieux. OK? Moi, j'ai travaillé pour E7, là, donc je suis sympathique aux causes des compagnies d'antivirus ils se font beaucoup bâcher, là, surtout dans les conférences plus Red Teamer, là, où tout le monde est comme les AV, c'est de la merde. Mais moi, c'est ça, je suis sympathique à leur cause, mais ils essayent de leur mieux, mais la nature du problème est complexe parce que le paquet des exécutables, c'est vraiment une science établie, puis c'est vraiment facile de faire des exécutables qui sont très différents à chaque fois, tandis que la rétro-ingénierie, c'est manuel, c'est long, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça qu'ils font de leur mieux, puis ils sont tout le temps une ou deux journées en retard. Ils ne sont pas des mois en retard, mais si tu es 24 heures en retard, ben, c'est assez pour qu'il y ait des victimes. Aussi, par contre, la recherche puis leurs publications sont très, très concentrées sur les APT et les state actors depuis au moins 6 ans que c'est que des gros acteurs. Ça fait que ce genre de menace-là, Information Stealer, malgré les millions de victimes, tout le monde s'en fout. Fait que ça, c'est comme un peu de leur faute, mais bon, je leur en veux pas trop. Les fabricants de systèmes d'exploitation, on dirait qu'ils sont comme complètement dans le champ avec leurs approches. Eux sont comme Microsoft qui veut faire recall. Que c'est comme, OK, on va te donner tout ton contenu personnel, on va le storer, puis tu vas pouvoir le queryer. Comme ça, le Information Stealer Malware va pouvoir avoir tout ce que tu as tapé ever dans ton ordinateur, puis le vendre. Fait que là, c'est comme, ça, vous n'êtes pas en train d'aider. Microsoft a comme reculé là, à cause qu'il y a eu un backlash. Mais puis je comprends que ça a de la valeur, ce genre de fonctionnalité-là, mais il va falloir trouver un endroit où il y a moyen d'avoir de la sécurité et que ça augmente pas l'exposition au risque. Puis, vu qu'on parlait énormément de contenu de browser, puis le plus grand risque des Information Stealer Malware, c'est les usernames et les passwords stockés dans les browsers. Un conseil que j'ai donné à tout le monde pendant des années, là, puis je veux aussi que vous continuez d'utiliser des password managers, puis celui dans le browser, il est vraiment pratique. Donc, selon votre modèle de risque, arrêtez pas de faire ça là, parce que c'est potentiellement pire le post-it sur le laptop, quoique le notepad.txt sur le bureau, le pire de tous. Mais Chrome essaye de changer la donne, sauf que ça a été bypassé, mais ça vaut la peine d'en faire une courte parenthèse. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, OK, on se fait voler les usernames, passwords parce que c'est dans des bases de données SQLite qui sont disponibles en dessous, les fichiers sont disponibles en lecture par l'application. Vu que l'application roule avec les privilèges de l'utilisateur, c'est vraiment dur de changer, dans le fond, l'accès à ces ressources-là. Là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est, OK, on va rouler un Chrome séparé, un process différent. On va stocker ça côté système. On va protéger ça par des credentials différents quand Chrome est installé avec admin. Puis là, les Chrome qui roulent en tant que le user vont demander les secrets à ce process-là. Puis on va pouvoir valider est-ce que c'est réellement Chrome, puis pas donner les secrets si c'est le cas. Donc, en théorie, ça fonctionne bien, c'est beau, ça fait de la bonne séparation. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs techniques qui ont bypassé. J'ai avancé genre de 4 slides. OK. Puis, les médias font de leur mieux, mais dans ce cas-ci, disons qu'ils ont focus sur le mauvais story, mais Google le savait que ça allait faire ça. T'sais. Ils connaissaient qu'est-ce qui allait être fait. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone, pardon.
il se doutait qu'il allait avoir des techniques, puis je vais vous expliquer pourquoi c'est pas grave qu'il y a un moyen de bypasser, mais avant, je vais vous décrire les techniques qui ont sorti, dans le fond, de bypass. Donc, il y a plusieurs techniques de bypass qui ont sorti. Rouler un Chrome headless, donc caché, avec du remote debugging, dans le fond, en background, qui va donc impersonnifier Chrome, donc qui a le droit de parler avec le process privilégié Chrome et demander les secrets. Fait que donc, ça, c'est un bypass qui a été implémenté par les InfoStealer malware rapidement. Ensuite de ça, domper la mémoire. Donc, si on a accès à l'administrateur, on peut domper la mémoire. Fait que ça a été fait. Ensuite de ça, interagir avec le Elevated Service en utilisant les COM objects. Donc, carrément oublier le Remote Debugging Chrome, carrément juste launcher un process, poker l'objet à travers les API de Microsoft, puis impersonnifier Chrome, ce qui est possible quand on est admin. Ou carrément désactiver le ABE, qui est le Application Bound Encryption, avec des clés de registre. Puis là, ça, il faut repartir le processus de Chrome. Donc, tu sais, ça veut dire qu'il est Chrome, mais là, le malware, il peut tout faire ça. Fait que là, toutes ces techniques-là sont sorties, sont documentées. Il y en a qui ont été même documentées par des red teamers, pas nécessairement par les cybercriminels. Mais pourquoi que c'est pas grave? C'est parce que toutes ces techniques-là, soit demandent admin, ou ils sont plus détectables que faire du file I.O. La situation où on était avant, c'est je lis un fichier, j'extrais tous les secrets, puis je disparais. Tandis que toutes les techniques que je viens de vous mentionner là impliquent des traces. Parce que lire un fichier, il n'y a personne qui log tous les accès à des fichiers. C'est juste trop, il y a trop de volume, on n'est pas capable de faire ça, ça ne scale pas. Donc, par contre, tout le monde log la création de process, tout le monde log les affaires weird qui essaient de domper de la mémoire. Donc, ce que Google a fait a aidé tous les incident responders à réagir à une attaque de type information stealer. Donc, oui, ils se sont fait bypasser rapidement. Les médias ont focusé là-dessus, mais ils ont oublié l'opportunité de détection non négligeable qui a été faite par Google ici. Puis, c'est drôle parce que même pour moi, c'était pas évident. Il a fallu que je parle à un employé de Google, puis j'étais comme, vous le saviez que ça se ferait bypasser, tu sais, pourquoi que vous l'avez fait pareil? C'est vraiment beaucoup de code, puis c'est long. Puis il m'a dit, Olivier, tu as oublié qu'on est capable de plus détecter maintenant. Fait que c'est vraiment quand même important. Puis ben, les Google Spokesperson ont de la misère à faire passer ce message-là. Fait que là, moi, je communique la bonne nouvelle pour Google. Ensuite, un volet de défense que moi, il me tient à cœur particulièrement, c'est de tester les credentials. Donc, il faut valider vraiment est-ce que le username password, il fonctionne encore. Puis si oui, on fait des resets. Donc, ça, c'est un de mes dadas personnels. Donc, pour conclure, dans le fond, en wrap-up, je vous ai dit d'entrée de jeu que j'avais des cadeaux. J'ai 2 cadeaux pour vous. Donc, mon dada, c'est de tester les credentials qui sont leakés. J'ai fait des scripts PowerShell qui permettent de tester des credentials dans Entra ID. Puis si le credential fonctionne, ça va même vous donner le lien direct pour aller faire un reset de password si vous êtes logué dans Azure. Donc, ça, dans le fond, vous scannez le code QR, on a un petit formulaire, puis après ça, je vais vous envoyer un email avec un zip qui a le PowerShell. Là, le zip est encrypté parce qu'on ne peut pas s'envoyer du PowerShell par email, ça a l'air. Donc, c'est un 7-zip parce que le zip normal encrypté ne change pas les file names. Donc, ça, en fait, ne chiffre pas les file names. Donc, on voit l'extension. Donc, Google les bloque quand même. Longue explication, mais ça a l'air super louche ce que va vous envoyer, mais ça ne l'est pas. C'est protégé par des mots de passe. Donc, ça, il y a le moyen de l'utiliser avec Flare ou sans Flare. Fait que même si vous n'êtes pas client, si ça vous tente de faire des tests, vous pouvez. Puis, ça utilise le Microsoft Graph API. Là. Tu sais, j'ai fait ça en PowerShell parce que je pensais que c'était du Windows puis que ça allait requérir de loader des DLL, tout ça. Finalement, non, c'est juste des REST API. J'aurais pu l'écrire en Python, mais il était trop tard, je l'avais fait en PowerShell. Ensuite de ça, le deuxième cadeau, c'est des vrais StealerLog. Parce que j'ai beau parler avec passion de StealerLog pendant 1 heure de temps, mais il n'y a rien qui imite avoir le sien, l'ouvrir, regarder ce qu'il y a dedans, puis se rendre compte, oh mon Dieu, si jamais ça m'arrivait, ça serait terrible. Tu sais. Il y a tout, il y a les adresses, il y a où vous réservez vos hôtels, il y a à quelle compagnie aérienne vous faites affaire, votre banque, tout est là-dedans, c'est fou.
Donc, comment j'ai réussi à convaincre mes patrons de partager des Steeler Logs avec n'importe qui? Les Steeler Logs qu'on partage, c'est des cybercriminels qui se sont infectés eux-mêmes. OK? Donc, il y a des victimes, mais il n'y a pas de victimes que je care. Tu sais, c'est comme fuck them, si vous me permettez l'expression. Fait que c'est ça. Puis il n'y en a pas beaucoup parce qu'il a fallu que je passe à travers à mi-temps là, pour valider qu'il n'y avait rien de nos clients là-dedans. Donc, il n'y a pas beaucoup de Steeler Log, mais ça en prend juste un pour vraiment vivre l'expérience de regarder à travers un Steeler Log. Fait que donc, avec le même code QR, vous dites qu'est-ce qui vous intéresse, puis je vais vous envoyer. En fait, je vais sûrement tout vous envoyer parce que c'est moins long. Mais donc, voici en screenshot l'exemple de qu'est-ce que ça donne. Donc, ça, c'est mes petits cadeaux pour vous aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. Là, on a restreint la distribution de ça, donc c'est TLP Amber parce qu'on ne veut pas que ça circule sur Internet. C'est pour ça qu'il y a un formulaire. Puis s'il vous plaît, si vous remplissez le formulaire, mettez un email institutionnel. Donc, c'est école, gouvernement, job. Mettez pas des Gmail parce que là, on va vous demander de nous prouver que vous êtes des good guys parce qu'on ne veut pas que ça se ramasse dans les mauvaises mains. Le stuff Entra ID, il est tellement bon, OK, que je vais être obligé de rapporter une vulnérabilité à Microsoft. Just saying, là, genre, je pense qu'eux ne savent pas qu'on peut tester des creds de cette manière-là. Fait que ça pourrait, si c'est des Red Teamers qui s'en servent, ça pourrait être pas cool. Donc, j'ai presque fini. Là, je veux. Ah, c'est ça. Bon. Là, je veux juste conclure. Fait que, tu sais, là, j'ai blablabla pendant bien longtemps. Mais ce qui est important, 31% des breaches ont rapport avec des creds. OK? C'est pas des exploits, c'est pas rien de fancy. C'est le monde ont logué dans vos organisations. Donc, on va couvrir 3 volets: comprendre, protéger, remédier. OK? Pour comprendre, il faut comprendre. C'est pas grave si tu n'as pas les droits admin. On peut quand même faire énormément de dommages. En fait, le plus de dommages est fait non admin que admin. Ça vient via des logiciels craqués, des ads malicieuses, des Robux gratuits. OK, ça, c'est un gros vecteur, là, le Minecraft puis les Robux. Fait que si vous prêtez votre ordi de job à vos enfants à l'hôtel parce que vous voulez dormir plus longtemps d'un voyage d'affaires, là, ben, il a peut-être été compromis par des Steeler Logs. Des updates fake puis des PDF gratuits. Ma fille, elle s'est infectée chez nous. Elle avait oublié son livre à l'école. Elle ne voulait pas nous en parler parce qu'elle était gênée. Elle a genre fait « Ah, je veux ce livre-là absolument ». Elle cliquait sur n'importe quoi, puis son ordi est infecté. Ensuite de ça, il y a rarement une raison de désactiver un antivirus. OK? Ça, c'est quelque chose que tous les utilisateurs devraient savoir. On devrait avoir un signe à côté du lavabo qui dit genre « Lave tes mains ». Désactive pas ton antivirus, tu peux retourner à ton poste de travail. Bon. Ensuite de ça, pas partager l'ordinateur de travail. Ça, c'est un classique, mais on finit tout le temps par le faire. Moi, je suis quand même bon par rapport à ça. Ensuite de ça vole plus que des mots de passe. Puis, pour comprendre, il faut explorer. Donc, pognez-en un, Steeler Log, regardez-le, puis dites-vous, oh my God, genre, si ça arrivait à mon organisation, qu'est-ce qu'on ferait? Ensuite de ça, pour se protéger, les password managers, il faut continuer. Le monde en cybersécurité, on ne demande pas à nos parents de faire ça. Là. On demande au monde en cybersécurité, utilisez un password manager, s'il vous plaît. C'est encore très efficace. Windows Smart Screen, je sais c'est gossant, mais pour les affaires distribuées par les malicious ads, c'est super efficace. Donc, on recommande fortement de déployer ça, surtout pour les fichiers qui essaient d'être Slack ou d'être Teams ou d'être whatever. Puis, ironiquement, les adblocks aussi, c'est très efficace pour empêcher plein de vecteurs d'infection. Donc, on recommande. Et, Remediate. Donc, cherchez les Steeler Logs qui mentionnent ces noms de domaine de compagnie dans une plateforme de Threat Exposure Management, par exemple. C'est une bonne chose à faire. Puis là, pour vrai, vous n'êtes pas obligé d'utiliser nous autres, mais c'est vraiment pertinent et eye-opening de faire ça. Puis en ce moment, ces informations-là transitent sur dans les forums de cybercrime. Donc, pourquoi vous ne seriez pas au courant des affaires qui concernent vos domaines que vous protégez? Donc, informez-vous, allez voir qu'est-ce qu'il y a sur vous. D'ailleurs, si vous voulez, Eric est encore ici avec nous, Eric Boivin, il va faire, si vous voulez des démos pendant la pause ou après, à la fin de l'événement, allez le voir, il peut faire une démo, il peut chercher vos domaines, vous pouvez avoir un avant-goût de ce qui vous concerne sur le Darknet, ça va y faire plaisir. C'est ça. Puis là, remédier, ça veut dire si on trouve de quoi, il faut faire quelque chose avec.
Puis, on peut aussi trouver le Shadow IT. Donc, dans un Stealer Log, tu peux voir, Box.com, il a utilisé son email corporatif. On a-tu vraiment Box.com? Est-ce qu'on sert du SSO pour Box.com? Non. C'est quel département qui a acheté ça? On l'a-tu acheté ou c'est Shadow? Donc, ça peut aussi ouvrir des conversations importantes sur la surface d'attaque que vous ne saviez même pas que vous aviez. Et j'ai busté mon temps, mais je me suis permis. Puis, ouais, voilà. Donc, c'est terminé. Je voulais remercier Eric Click qui m'a aidé à faire les slides pour cette présentation-là. On a présenté ensemble à Washington. Puis, venez nous voir, allez voir Eric. Puis, merci beaucoup pour votre temps et votre générosité. J'ai full aimé ça. Merci beaucoup, Olivier. Malheureusement, là, on a dépassé sur la période de questions. Donc, la période de questions, ça ira un peu plus tard.